Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours du cancer de la langue. C'est un cours qui est très court, très facile. On va essayer un petit peu de le décortiquer un petit peu. Et ça fait partie des cancers aérodigestifs. D'accord? Donc, la première entité qu'on va décrire aujourd'hui, c'est cancer de la langue. Et la deuxième entité qu'on va décrire plus tard, dans une autre vidéo, c'est cancer de l'amygdale. Si c'est la première fois que vous regardez les vidéos sur la chaîne, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram toujours et de ma page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, le cancer de la langue fait partie des cancers des voies aérodigestifs. Donc, les cancers de la voie aérodigestive, ça comprend les cancers de la cavité buccale déjà. D'accord? Dont l'un, c'est le cancer de la langue. Ensuite, on a le cancer du nasopharynx, cancer de l'oropharynx, cancer de l'hypopharynx et cancer du larynx. Ça, c'est les cancers des voies aérodigestives. Cancer des voies de la cavité buccale, nasopharynx et la cavité nasosinusienne aussi. Le nasopharynx, l'oropharynx, l'hypopharynx et aussi le larynx. Ça, c'est les cancers des voies aérodigestives. On va traiter aujourd'hui le cancer de la langue. Très bien. Voie aérodigestive, bien sûr, supérieure. Touche la cavité buccale, puisque la langue se trouve au niveau de la cavité buccale, mais généralement la base, elle est comptée avec l'oropharynx. D'accord? Donc, toute la partie mobile de la langue, elle est comptée avec la cavité buccale, mais la base de la langue, c'est-à-dire le point d'insertion de la langue, il est compté avec cette partie du pharynx qu'on appelle l'oropharynx. Donc, touche l'homme dont l'âge est supérieur à 50 ans, ça n'empêche pas qu'elle touche la femme, mais juste que ce type de cancer sont plus fréquents chez l'homme. Exprimés par des lésions sur la langue, associées à des douleurs ou encore à des difficultés à la déglutition. Touche la langue mobile ou la base de la langue, si elle touche la langue mobile, donc ça fait partie des cancers de la cavité buccale. Et si elle touche la base de la langue, ça fait partie de l'oropharynx. Peu importe, l'essentiel qu'on va parler des néoplasies qui vont toucher notre langue. Très bien. Épidémiologiquement, donc prédominance masculine entre 47 et 70 ans. Pourquoi? Parce que la prédominance est en rapport avec les facteurs de risque. Les facteurs de risque principaux, vous voyez ici, c'est le tabagisme, la consommation d'alcool et même l'association des deux qui va multiplier le risque. L'hygiène buccale qui est insuffisante, les irritations buccales, les prothèses dentaires qui sont mal entretenues, le virus HPV, donc papillomavirus, surtout les sous-types 16 et 18. On sait que pas tous les sous-types de ce virus sont oncogènes, mais c'est surtout le sous-type 16 et 18, d'accord, 16 et 18 qui sont oncogènes. Ils peuvent générer ce type de cancer. Le facteur génétique, il est discuté, d'accord, cette origine étant cependant peu documentée, mais il est plus ou moins discuté. D'accord? Et donc, vous voyez, ces facteurs de risque sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. C'est pour ça qu'il y a une prédominance masculine. Représente 10% des cancers des voies aérodigestives supérieures et 30% des cancers de la cavité buccale. Donc, la majorité des cancers de la cavité buccale sont des cancers de la langue, 30%. Anatomopathologie, carcinome épidermoïde, c'est la forme histologique la plus fréquente. Ça, c'est le premier point à retenir de ce cours. Si vous allez sortir par une information de ce cours, c'est que les carcinomes épidermoïdes, c'est le type histologique le plus fréquent. Si on parle de carcinome épidermoïde, c'est juste confirmé par l'histologie. On ne peut pas voir un carcinome épidermoïde, d'accord? Sur le plan macroscopique, on ne peut rien différencier entre les différents sous-types. Mais par l'histologie, par une étude microscopique, on peut différencier tel ou tel type histologique, d'accord? Donc, il faut savoir que la première chose à retenir, que le carcinome épidermoïde, c'est le type histologique le plus fréquent. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres proliférations, notamment sarcome ou bien les lymphomes, etc. Les cils d'appel, on a les changements de coloration ou nodules sur la langue. Vous voyez là le changement de coloration. D'accord? On peut avoir des plaques blanches comme ça ou un érythème comme cette photo. Donc, changement de la coloration, glossodénie et gêne à la mastication déjà. D'accord? Rarement une otalgie. L'otalgie là, c'est la douleur perçue au niveau de l'oreille. C'est une otalgie qui est réflexe.
Ça ne nous oriente pas vers un processus qui se trouve au niveau de l'oreille. Non, c'est une otalgie qui est réflexe. Parfois une dysphagie, c'est une gêne à la déglutition. L'osodynie, c'est une douleur qui est perçue au niveau de la langue. Une dysphagie, c'est une gêne à la déglutition. Et c'est généralement un cancer qui est très étendu au point qu'il va nous donner un problème de la déglutition, une gêne à la déglutition. Quand l'extension se fait vers les ganglions régionaux, on peut avoir des adénopathies cervicales, soit sous-mentonnière ou sous-maxillaire. On peut avoir, comme on a déjà dit, une otalgie, douleur perçue au niveau de l'oreille qui est réflexe, névralgie si ça touche les nerfs, et cyalurie qui est sanglante, ça veut dire les sécrétions salivaires vont être mixées avec du sang qui provient de la tumeur, d'accord? Ça caractérise les proliférations qui sont malignes. C'est pas caractéristique, mais ça nous oriente qu'il y a une composante maligne, d'accord? Donc c'est les cyaluries sanglantes. Ces zones blanches, on les appelle leucoplasties. Et ces zones qui sont érythémateuses, on les appelle érythroplasties. Pour l'examen clinique, inspection endobuccale, glossolaryngée et palpation de la langue et du plancher de la base de la langue. À l'inspection, nous recherchons des leucoplasties et les érythroplasties, on a déjà dit ça, ou les processus qui sont bourgeonnants ou les ulcérations de la langue. Bien sûr, si on trouve des ulcérations de la langue, le premier diagnostic différentiel à écarter, c'est les ulcérations qui sont dues aux prothèses dentaires. C'est le premier diagnostic différentiel à écarter devant des ulcérations de la langue. Donc, si on trouve des ulcérations de la langue, ce n'est pas du tout spécifique du cancer de la langue. Palpation, lésion indurée. L'induration est l'un des facteurs qui nous orientent vers une structure maligne. Saignant en contact. Ça, ce qui va nous donner les cyaluries qui sont teintées du sang. Donc, saignant au contact. Pour les examens paracliniques, la biopsie elle est indispensable avec un examen anatomopathologique. Donc, c'est pour savoir le type exact histologique de la tumeur. Cytoponction d'une adénopathie. Bilan d'extension, rechercher des lésions synchrones ou métachrones. Les lésions synchrones sont des lésions qui vont apparaître au même temps de la découverte de la tumeur. Et métachrones sont des lésions qui vont apparaître plus tard de l'apparition de la tumeur. En ce qui concerne l'extension locorégionale, on peut avoir une pan-endoscopie, d'accord? Pan-endoscopie. La pan-endoscopie, c'est une endoscopie, pan, ça veut dire le tout. Donc, c'est une endoscopie qui va visualiser le tout. Ça veut dire tout le pharynx. Donc là, c'est une endoscopie utilisée surtout pour la recherche d'extension vers l'oropharynx, pourquoi pas l'hypopharynx, d'accord? Donc, c'est une endoscopie qui se fait généralement sous anesthésie générale. Donc là, c'est un examen qui est très essentiel, d'accord, à faire pour voir l'extension locorégionale de la tumeur. Généralement, la pandoscopie, elle permet nous de voir l'oropharynx et l'hypopharynx. D'accord, c'est pas le nasopharynx. Donc, elle nous permet de voir l'oropharynx, l'hypopharynx, et même elle nous permet de faire des biopsies pour voir le type histologique exact de la tumeur. Fibroscopie œsogastrique souple pour voir l'extension vers l'œsophage. Imagerie, elle est indispensable au bilan pré-thérapeutique, l'IRM cervical, le TDM. TDM cervical, c'est pour les coupes histologiques et voir l'extension. D'accord? Et l'extension générale, l'extension c'est-à-dire les métastases, si on dit extension générale, c'est synonyme de métastase. Soit vers les poumons, soit vers le foie, soit vers l'os, soit vers le cerveau. Ça, c'est par la TDM thoracique qui est systématique, par l'échographie abdominale pour le foie, ça c'est pour les poumons, ça c'est pour le foie, en fonction des signes d'appel, radiographie osseuse, TDM cérébrale, etc. Ça c'est en fonction des signes d'appel. Les formes cliniques, ça c'est selon le siège. On peut avoir cancer de la base de la langue. Signe d'appel, c'est l'otalgie réflexe, l'odénophagie, c'est-à-dire la déglutition qui est douloureuse et parfois les adénopathies cervicales.
cancer de la zone de jonction entre la langue mobile et la base, on a les cancers de la face dorsale, la face ventrale, etc. Donc ça, c'est des formes cliniques relatives à le type à la localisation de la tumeur. Si on retient un point de la clinique, c'est que tous les cancers de la langue vont avoir ces différents signes cliniques qui se trouvent ici, d'accord? Si on les considère comme des signes qui sont identiques entre les différents cancers de la langue. Et l'histologie, c'est l'examen qui est essentiel, qui va trancher sur la nature exacte de la tumeur. D'accord? J'espère que c'est clair. La biopsie, elle est indispensable. Maintenant, la classification TNM, c'est une classification qui est à la fois thérapeutique et pronostique. Les stades avancés vont avoir un mauvais pronostic par rapport aux stades qui sont un stade qui est plus précoce. Et en même temps, c'est dans un but thérapeutique. Une prise en charge d'un cancer qui était T1 n'est pas la même prise en charge d'un cancer qui est T4. Une prise en charge d'une pathologie et d'un cancer qui est métastasé n'est pas la même d'une prise en charge d'un cancer qui est non métastasé. Donc c'est une classification qui est très très importante. IS, ça veut dire in situ. Ça veut dire c'est une prolifération qui est juste au point. Généralement, elle ne dépasse pas le tissu conjonctif. Elle ne dépasse pas la lame basale de la muqueuse. Du coup, en cas de tumeur TIS, ça c'est en anaphate, d'accord? En cas de tumeur TIS, les métastases sont pratiquement impossibles, d'accord? Le risque de métastase est zéro, parce que c'est au niveau du tissu conjonctif que se trouvent les vaisseaux, que se trouvent les lymphatiques, etc. Donc ça, c'est le risque de métastase est zéro en cas de TIS. T0, pas de signe de tumeur primitive. T1, la tumeur elle est inférieure ou égale à 2 cm. T2, entre 2 et 4. Et T4, supérieure à 4 cm. On a la T4A et la T4B. La T4A, quand la tumeur elle envahit la corticale osseuse, les muscles profonds de la langue, le sinus maxillaire. Le sinus maxillaire, c'est une cavité au niveau de l'os maxillaire. La peau de visage. Et T4B, quand elle envahit l'espace masticateur, l'ail interne des apophyses ptérygoïdes, la base du crâne ou l'artère carotide interne. Et TX, c'est une tumeur qui est inclassable. Pour les adénopathies, c'est N nodes, ça veut dire les ganglions. N0, il n'y a pas d'adénopathie. N1, l'adénopathie, elle est inférieure ou égale à 3 cm. Maintenant, pour faire simple, la N2, d'accord, la N2, sans voir ABC, la N2, ça veut dire déjà le ganglion est entre 3 et 6 cm. C'est une astuce pour faire simple. On a le N1, la tumeur elle est inférieure ou égale à 3 cm. Les N2, c'est entre 3 et 6 cm. Et la N3, supérieure à 6 cm. Donc si je vous donne un ganglion qui fait 4 cm, vous savez que c'est le N2, entre 3 et 6. Maintenant, ça c'est pour faire simple comme astuce. Maintenant, pour faire la différence entre A, B, C, A, quand il y a une adénopathie homolatérale qui est unique, une seule adénopathie du même côté est unique. N2B, quand l'adénopathie elle est homolatérale, mais il y a plein d'adénopathies, donc multiples. Et C, quand c'est bilatéral. Quand c'est bilatéral ou bien contralatéral. D'accord? Ça, c'est pour faire simple. N3, c'est supérieur à 6 cm. NX, c'est toujours inclassable. M pour les métastases, M0, il n'y a pas de métastase. Et M1, métastase à distance. MX, inclassable. C'est une classification très simple. Dernière planche, c'est la prise en charge. Donc, les moyens de la prise en charge, généralement dans les cancers le cancer de la langue et même le cancer de l'amygdale, c'est la chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. C'est ça les trois moyens. Maintenant, comment les utiliser? Les associations, c'est en fonction du stade. D'accord? Donc, chirurgie, exérèse de la lésion, curage ganglionnaire, bien sûr, elle est systématique. La chimiothérapie néoadjuvante, ça veut dire avant la chirurgie. Ou radiochimiothérapie post-opératoire. Et la radiothérapie post-opératoire, donc c'est une radiothérapie qui est externe, donc 70 Gray,
Curithérapie, c'est la tumeur de petite taille. Donc généralement, on utilise l'exérèse. D'accord? L'exérèse. Les indications discutées en réunion de concentration pluridisciplinaire qui dépendent du type histologique, mais surtout du stade. D'accord? Mais surtout du stade de la tumeur et bien sûr, dans un moindre degré, du choix du patient. Donc, mais surtout, le stade de la tumeur qui va déterminer la prise en charge adéquate, mais c'est discuté bien sûr en réunion de concentration pluridisciplinaire en fonction du type, du stade et du choix du patient. Des fois, il peut faire appel à ces trois moyens réunis. Donc, on utilise dans un premier temps une chimiothérapie avant l'opération. Ensuite, on fait l'exérèse et un curage ganglionnaire. Ensuite, on fait un suivi radiochimiothérapie. Donc, vous remarquez qu'on a utilisé les trois. Dans des cas autres, on peut utiliser chimiothérapie seule avec la radiothérapie. Donc, ça dépend le stade et la réunion de concentration pluridisciplinaire qui va, cas par cas, nous donner la prise en charge exacte. Surveillance post-opératoire, c'est un compare ORL et radiothérapeute à la recherche de reprise évolutive, une récidive, un cancer métachrone, ça veut dire qui est découvert tard par rapport, donc après, par rapport à la tumeur initiale, et à prendre en charge les séquelles douloureuses et psychologiques du patient et de la qualité de vie. Il faut savoir que la surveillance, elle est en continu pour ce type de tumeur, donc 5 ans. La prévention, bien sûr, la prévention reste de supprimer les facteurs de risque, notamment le tabac et notamment l'alcool, d'accord? Donc, c'est supprimer les facteurs de risque pour diminuer le risque de ces cancers. C'est le tout pour ce cours. C'est un cours qui est court, simple. Et si vous avez des questions, laissez-les bien sûr dans la boîte des commentaires. Et à la prochaine.